Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, aujourd'hui, on va parler avion. Alors, pour une fois, on va pas parler d'un petit avion, mais plutôt d'un grand modèle, le Super Timber de chez E-Flite, un avion d'1,70 m. Donc, vous voyez, regardez déjà la taille de la boîte. C'est relativement volumineux. Alors, pourquoi le choix de ce Super Timber ? Premièrement, moi j'avais besoin de ce qu'on va appeler un daily, c'est-à-dire un avion que je vais pouvoir utiliser tous les jours, qui va me permettre sans prise de tête d'aller travailler ma voltige, aller travailler mes vols, mes approches, etc. Et jusqu'à maintenant, regardez, j'avais celui-ci, le Dynam Primo. Alors il était vraiment très très bien, seulement il faisait 1,35 m. Voilà, il n'avait pas toutes les possibilités qu'offre un très gros avion. Donc ça, c'est la première chose, avoir un daily, un avion d'entraînement. Hein, mon Dynam Primo, il a peut-être fait 300 ou 400 vols. J'espère que celui-ci en fera autant. Et puis le deuxième point, c'est parce que c'est un Timber. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un Timber ? En gros, Timber de chez E-Flite, c'est l'équivalent du iPhone chez Apple. C'est-à-dire que ce Timber, il était décliné sous plein de versions. Il y a à peu près 3 ans, ils ont sorti le Timber, premier du nom. Ensuite, ils l'ont amélioré avec une version turbo évolution. Puis, alors toujours en 1,50 m. Puis, ils se sont dit, bah tiens, on va le faire un petit peu plus grand. Ils ont sorti un 2 mètres, mais celui-ci était en ARF, c'est-à-dire en balsa. Il fallait terminer de le construire. C'était pas forcément simple pour tout le monde. Ensuite, ils sont revenus à une fabrication classique en mousse avec le Twin Timber. Vous voyez ici un Timber avec 2 moteurs. Et puis après, ils ont carrément déliré avec un Timber avec des LED, le Night Timber X, si je dis pas de bêtises. Et puis, qui faisait lui 1,20 m. Et un tout petit Timber, un mini Timber, le UMX Timber X, qui faisait 70 cm. Et puis, comme la boucle n'est jamais bouclée, ils se sont dit, eh ben, on va sortir le plus puissant d'entre eux. On va s'attaquer à 1,70 m, on va le motoriser avec un moteur qui sera entraîné en 6S, ce qui est quand même pas mal pour un appareil d'1,70 m, et qui va permettre de faire de la voltige et donc ainsi de s'entraîner avec un avion qui va facilement décoller du terrain et faire que vous allez surtout vous concentrer sur votre pilotage. Ça, c'est ce qu'on va appeler un STOL, Short Takeoff and Landing Plane, c'est-à-dire un avion qui a des distances de décollage et d'atterrissage extrêmement courtes, ce qui fait que vous allez aller n'importe où, décoller en quelques mètres en mettant des volets. En plus, vous allez voir, il a de très grosses roues, il s'en fout un petit peu, et c'est vraiment un avion de brousse. Donc voilà pourquoi le choix de ce Timber. Et puis j'ai un petit peu écouté les sirènes, hein, évidemment, comme on peut le faire chez Apple. Jamais craqué pour Apple. Moi, les iPhones, je n'en veux pas. Je sais qu'il y a des adeptes, mais là, j'ai craqué aux sirènes de chez E-Flite. Alors, ce Timber, on va le trouver dans une gamme de prix qui s'étage à peu près, on va dire, de 450 à 500 €, un petit peu moins de 500 €. Si vous prenez cette version-là, qui est la version BNF avec le récepteur, en gros, vous allez voir, ils promettent ici quelque chose qui va se monter sans colle en quelques dizaines de minutes. C'est ce qu'on va voir après lors du montage, où vous pouvez l'acheter sans récepteur et installer votre récepteur. C'est la version PNP. Dernier point intéressant, dans cette version BNF, notre Timber, notre Super Timber, bénéficie de 2 niveaux de gyro au niveau de son récepteur, ce qu'ils vont appeler safe, c'est-à-dire un mode d'assistance relativement important qui évite de se retourner. Bon, sachant que moi je veux faire de la voltige, c'est pas l'idéal. Ensuite, vous avez le mode AS3X qui va permettre de faire de la voltige, mais de corriger un petit peu les petits coups de vent, etc. Ce qui est intéressant quand on a un niveau, qu'on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a eu un premier avion, on a commencé à apprendre à voler, et on veut se mettre à quelque chose un petit peu mieux, mais on n'est pas encore tout à fait bien à l'aise. On peut utiliser ce mode de gyro. Autant dire que moi,
je vais couper tout ça, j'en ai pas besoin parce que moi ça me gêne un petit peu les gyros parce que ça prend un petit peu le pas sur mon pilotage. Moi j'aime bien sentir l'avion au bout des doigts. Alors la suite de la vidéo, je vais vous faire quelques photos du déballage, du montage, parce que là c'est un petit peu encombrant, puis il y a normalement pas grand chose à faire. Ensuite on verra le paramétrage, en tout cas les fonctions de l'avion et un petit peu de paramétrage de la radio. J'ai d'ailleurs ressorti ma iX12 de chez Spektrum. Et puis évidemment ce qui nous intéresse, c'est qu'on ira au terrain le faire voler et s'amuser un petit peu avec ce super Timber de chez eFlight. Allez, bonne vidéo. Alors, quand on ouvre ce gros carton, qu'est-ce qu'on voit? On voit c'est du Tetris là-dedans. Tout est superbement rangé, protégé. Vous voyez que tout est encastré l'un dans l'autre. Il n'y a rien qui dépasse. Aucun risque au niveau du transport, et ça, c'est vraiment rassurant. On a du polystyrène, on a du papier à bulles, tout est bien scotché. C'est vraiment nickel. Voilà, j'ai retiré ici tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. La première chose qui frappe évidemment, c'est le niveau de finition de ce super Timber. C'est juste superbe. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose finalement dans la boîte. Eh bien oui, parce qu'il n'y aura pas grand-chose à faire, vu que tout est quasiment terminé. On est vraiment dans l'esprit du BNF, Bind and Fly, c'est-à-dire que je bind et je vais voler. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais vous allez voir que finalement, il n'y a que quelques vis à monter. En 10 minutes, un quart d'heure, l'engin est prêt à être paramétré, hein, peut-être pas prêt à aller voler. Alors, première chose, la notice. Alors ça, c'est intéressant parce que la notice, ici, on n'est pas sur un achat qui vient de Chine, mais on est bien sur quelque chose qui est acheté en Europe. On a un manuel d'instruction ici en français, donc il y a plusieurs langues, mais évidemment, Horizon Hobby, qui est l'importateur d'eFlight, nous file une notice qui est carrément bien. Parce que vraiment tout est expliqué, vraiment tout le b.a.-ba est repris, il n'y a qu'à la suivre scrupuleusement et il n'y a vraiment aucune chance de se tromper. Alors, on va voir le choix entre deux types de montage, soit avec ces trois petites pièces installées, un train d'atterrissage normal qu'on va voir après, soit utiliser toute cette quincaillerie ici, qui moi en l'occurrence ne va me servir à rien pour l'instant, afin d'installer des flotteurs et faire de ce super Timber un hydravion. Donc vous voyez que finalement, on peut passer de l'un à l'autre en montant ou en démontant le train et en mettant les flotteurs. Donc ça, c'est en option, je ne sais plus exactement combien ça coûte. Bon, je vais vous mettre le prix en incrustation. Les vis, toute la visserie, oh là là, il y a plein de vis, il y en a 12, d'autant qu'on ne va pas toutes les utiliser. On va utiliser celle-ci pour monter l'hélice, celle-ci pour fixer le train, et celle-ci pour fixer la suspension, et basta, ce sera terminé. Le stab, le stabilisateur, c'est-à-dire la partie horizontale de l'empennage à l'arrière de l'avion, est en deux parties, vous le voyez, avec une petite clé en carbone. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que ça se monte sans vis, juste en se clipsant, ce qui fait que on va pouvoir également démonter, si on le désire, ce stab pour transporter l'avion, éviter de l'abîmer lors du transport. On voit donc ici ce petit cliquet ici qui va se clipser, et un système ici de guignol avec une chape à boule alors dans le temps évidemment, si vous passez votre temps à la clipser, déclipser, elle va finir par s'user, mais si de temps en temps vous la déclipsez pour le transport, il y aura pas de problème. Donc ici la clé, la petite clé qui va s'introduire à l'intérieur, mais on verra lors du montage comment installer tout ça. Le train, ici, alors, moi ce qui m'a frappé, c'est, en ouvrant la boîte, c'est, oh, il y a une pompe à vélo à l'intérieur. Bah oui, pourquoi? Parce que les roues ici sont gonflables. Elles arrivent un petit peu gonflées, enfin quasiment pas gonflées. Il va falloir tout d'abord les gonfler avec cette petite pompe. On a au bout ici une petite aiguille comme pour gonfler un ballon de basket. Et
ce pneu ici va grossir un petit peu sous l'effet de la pression, et c'est comme ça qu'on va mesurer la pression. Ici, la notice nous dit vous devez obtenir un diamètre de 135 mm, 13 cm et demi, ce qui fait des belles roues, hein. Ensuite, le petit rack ici pour installer la batterie, c'est un rack mobile qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur du fuselage et faire coulisser vers l'avant ou vers l'arrière pour régler le centrage. Ça, c'est un système vraiment, j'avais jamais vu ça, mais qui est génial, avec un petit loquet ici pour venir bloquer le rack à l'intérieur. C'est juste parfait. Ce système-là, c'est merveilleux parce que votre batterie, vous l'installez bien et ensuite, vous venez la clipser à l'intérieur et vous choisissez la position pour le centrage. L'hélice, une 13-8 tripale avec son cône. On la fixera ici par ce petit plateau. Donc évidemment, on va démonter le cône et on viendra fixer avec 3 vis ce petit plateau en alu. La clé d'aile, ici, qui est une clé carbone classique, même si vous allez voir qu'il y a un petit truc pour la ranger. Parce que, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi systématiquement, vous arrivez sur le terrain, vous avez bien votre radio, vous avez bien vos batteries, vous avez bien l'avion, et au moment de monter, zut, j'ai oublié ma clé d'aile. Les ailes, vous voyez une corde importante. On voit un déport également du bord d'attaque. On le verra mieux sur l'avion quand elles seront installées. Les ailerons et puis d'énormes volets ici, ce qui laisse évidemment présager des atterrissages très très courts. Un système de LED. Alors des LED, il y en a partout sur cet avion. Ici, on a des LED au niveau du saumon, mais on va voir qu'il y en a vraiment pas mal. C'est un sapin de Noël, hein, ce Super Timber. Au niveau du bord d'attaque, alors là, c'est pareil, on a un choix. Soit on utilise ici ces petits turbulateurs, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin, c'est-à-dire des petits systèmes qui provoquent des micro-turbulences, ce qui évite des décrochages intempestif au niveau du bord d'attaque. Ça, c'est pratique pour la pratique de la voltige un petit peu extrême. Ou deuxième solution, vous avez la possibilité d'installer ici des becs de bord d'attaque. Alors ces becs de bord d'attaque, si vous avez déjà pris l'avion, vous avez peut-être vu ça, ce sont les petites parties qui se soulèvent à l'avant de l'aile afin de limiter les distances de décollage et d'atterrissage. Le fuselage, alors là c'est pareil, hein, niveau de finition c'est vraiment nickel, tout est déjà monté, il n'y a rien à faire. Alors, une petite trappe, enfin quand je dis une petite trappe, une grosse trappe ici qui tient avec des aimants, qui donne accès à l'intérieur du fuselage, avec vraiment beaucoup de place pour installer la batterie. En fait, toute la partie électronique est reportée en arrière, et là on a vraiment énormément de place pour glisser différents types de batteries. Alors on peut utiliser cet avion en 4S, mais on peut l'utiliser aussi en 6S sur des tailles qui vont on va dire, de 3000 à 5000 milliampères. Moi, le choix que j'ai fait, c'est pas forcément le plus léger, parce que moi, j'ai les batteries qui viennent du Corsair ou de mon Cessna 150, et ce sont des batteries en 5000 et en 6S. Donc moi, je vais avoir l'option la plus lourde, le plus lourd des pilotes pour le plus lourd des avions. C'est nickel. Là, alors voilà, je vous parlais tout à l'heure de la clé d'aile. Alors ça, c'est un truc, mais c'est fou, hein, parce que ça, c'est typique de chez eFlight. Ils développent des petites idées comme ça pour faciliter la vie des pilotes. Et ça, c'est un truc vachement bien. C'est-à-dire qu'il y a un petit emplacement à l'intérieur du fuselage pour ranger la clé d'aile. Donc, il n'y a plus d'excuses pour oublier sa clé d'aile. Elle est rangée à l'intérieur de l'avion. C'est rien du tout à faire, mais pourtant, c'est énorme au niveau
niveau du côté pratique des choses. On remarque également tous les renforts qui existent. Là, ici, au niveau du fuselage, on a un jaune carbone ici, de l'autre côté également. On verra que dans les ailes, on a la même chose. Au niveau du stab, au niveau de la dérive, il y a des renforts de carbone partout. On distingue ici la cloison pare-feu sur laquelle est fixé le moteur. Les ailes, maintenant. Alors ça aussi, là on est dans du typique e-flight. J'ai exactement ce système sur mon Cessna 150, c'est-à-dire que tous les câbles qui viennent des volets, qui viennent des cerveaux d'ailerons, qui viennent des LED, donc de l'éclairage, eh ben, sont déportés en bout d'aile et vont venir s'encastrer tout simplement dans des prises qui vont être au niveau du fuselage. On remarque également ce petit loquet. Alors là aussi, c'est carrément super. Vous voyez, on est dans l'esprit innovation. Hein, quand je vous parlais du iPhone des avions RC, bah, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est pour ces petits détails qu'on aime e-flight. Un loquet, ici, là, je suis en position fermée. Et si je clipse ici, c'est-à-dire si je pousse hop, le petit loquet ici, je suis en position ouverte. Donc je vais venir me mettre ici pour rentrer la clé d'aile et venir insérer ma demi-aile. Et ensuite, clac, je ferme le loquet et c'est verrouillé. Il n'y a aucune vis à installer. Alors ça, sur le terrain, vous arrivez, vous sortez les ailes, vous les clipsez, vous partez voler. Quand on voit que pour certains avions, il y a 10 minutes, un quart d'heure de montage pour des avions, somme toute, relativement simples, là, je pense que je vais être content du système. Les renforts, enfin je vous en parlais ici, on est au niveau du stab, vous voyez les petites barres de carbone de renfort, on a ça également au niveau de la dérive, donc au niveau solidité, bon alors d'accord, c'est de la mousse, c'est de l'EPO, mais on a des renforts un petit peu partout, puis après tout, l'EPO c'est sûrement aussi solide que le balsa, il y a des détracteurs de l'EPO, mais moi pour avoir monté dernièrement un avion en balsa, j'ai des doutes sur la solidité et je préfère de loin, mais bon ça c'est mon choix, hein, mais je préfère de loin les avions en mousse en EPO, ne serait-ce que pour la finition qui est vraiment super. Maintenant, on va attaquer un petit peu le montage, hein, parce qu'il faut bosser. La première chose à faire, c'est tout simplement d'aller fixer le train d'atterrissage. Alors, comment on va faire? On a 4 vis ici à venir insérer. Or, c'est un petit peu pénible, un petit peu tricky, parce qu'il y a un tout petit trou dans ces axes-là, puis il faut bien les choper. Puis là, il y a un tout petit écrou. Puis, si vous avez comme moi des gros doigts, il n'est pas facile à tenir pour aller visser de l'autre côté, mais bon, on y arrive. Donc 1 boulon, 2 boulons, 3 boulons, 4 boulons pour tenir donc ce train d'atterrissage. Donc voilà, hein, donc on voit cette petite vis qui traverse l'axe. On remarque ici un petit feu hein, à l'avant, il y en a un de l'autre côté, il y aura 2 phares d'approche. Vous voyez, hein, donc le deuxième feu est là. Ensuite, on a un système de ressorts. Le mieux, c'est de monter ces 2 ressorts directement sur la partie centrale et ensuite de venir fixer cette partie centrale avec les vis, plutôt que de fixer les vis et ensuite de tirer comme un âne là-dessus, ça viendra pas. Alors que là, ça se monte tranquillement. Donc ensuite, on met les 2 vis et puis voilà, hein, c'est fini. Là, vous avez fait 80% du boulot hein, quand vous en êtes arrivé là. Ensuite, deuxième partie très pénible, installer l'hélice, le plateau de l'hélice, 3 vis à serrer, et c'est fini. Ah, vous allez me dire, mais oui, mais elle est où ton hélice là? Bah oui, je l'installe pas. Je l'installe pas parce que ensuite, je vous rappelle qu'il y aura tout le paramétrage à faire, les essais moteurs, etc. Et moi, j'ai pas envie de perdre 1 ou 2 doigts, donc je ne monte jamais mon hélice avant que tout soit réglé. Normalement, il faut que l'installation de l'hélice soit la dernière chose que vous alliez faire pour rester en sécurité. Bon, on laisse le cône comme ça, puis on peut faire les tests moteurs. Ça pose aucun problème.
Le stab ici, alors vous voyez, hein, un stab en 2 parties. On met la petite clé, hop, on vient clipser. Vous voyez que les parties mobiles s'encastrent l'une dans l'autre. Et vous avez donc ici la commande de profondeur qu'on va devoir clipser hein, sur la petite chape, avec la petite chape à boule, ici que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, hein, ça se clipse, vous prenez une petite pince, ou si je pense qu'on peut y arriver avec les doigts, moi j'ai pris une petite pince. Ensuite, les petits turbulateurs, moi j'ai décidé de les enlever pour mettre les becs de bord d'attaque. Donc on enlève les 4, ça se déclipse, hein, tout se clipse et se déclipse sur cet avion. On déclipse les turbulateurs et on va clipser ici, voilà les petits clips ici, les becs de bord d'attaque qui eux-mêmes, regardez, sont renforcés également avec un petit jonc de carbone. Et voilà, c'est nickel, hein, c'est vraiment propre. Ensuite, l'aile, les ailes, il va falloir, pareil, les encastrer, on met la clé, hop. Vous voyez ici donc les prises côté aile, on va avoir de l'autre côté ici les prises côté fuselage, donc insertion de la partie mâle dans la partie femelle, et ensuite on vient verrouiller le petit loquet, clac, et puis une fois qu'il est verrouillé, l'aile elle bouge plus. Voilà. Voilà tout ce qu'il y avait à faire. Vous voyez que j'ai quasiment passé plus de temps à vous raconter ce qu'il fallait faire que de le faire. Alors évidemment ici, l'avion n'est pas en état de vol, hein, parce qu'il va falloir maintenant programmer notre radio. Alors ça c'est pareil, ça va aller très vite, surtout si vous avez une radio Spectrum. Parce que pour ces radios, dans la notice, on vous donne tout le protocole à réaliser. Alors si vous avez une radio en OpenTX, ça sera guère plus compliqué. Mais tout l'intérêt ici, c'est que quand vous allez brancher votre radio, on a déjà des battements qui sont les bons. On vous donne les compensations profondeur pour les volets. Il n'y a qu'à suivre les chiffres qui sont donnés. Ça va également très très vite. Et si on utilise une Spectrum, on pourra utiliser quelques fonctions supplémentaires. Je pense notamment à la gestion du gyro, la télémétrie, et puis vous allez le voir tout à l'heure, l'inversion du moteur pour freiner l'avion ou pour aller en marche arrière lorsqu'on taxi le zinc au sol. Et voilà, le montage est terminé, notre super Timber est prêt à s'élancer dans les airs. On va quand même, avant d'aller voler, jeter un petit coup d'œil sur les caractéristiques de cet appareil. Alors la première chose, je vous promettais un sapin de Noël. Eh ben oui, des LED et des lumières, il y en a partout. À l'avant, regardez, 2 gros phares d'approche. Sur le côté ici, un, et hop, de l'autre côté, 2 petites LED. Sur le dessus, une rouge qui clignote. À l'arrière, la LED de positionnement blanc. Ici, sur la gauche, la rouge, plus une blanche clignotante. Et de l'autre côté, la verte, plus une blanche clignotante. Et il me semble que j'en ai oublié une ici. En dessous, une petite rouge. Donc autant dire que cet appareil en vol, on va bien le voir. Alors la taille du Super Timber, c'est 1,72 m d'envergure sur à peu près 1,15 m, donc un petit peu moins d'1,20 m de longueur. On a un avion qui pèse 2,6 kg à vide, donc ça veut dire qu'en fonction de la queue qu'on va mettre à l'intérieur, on sera sur une machine qui sera entre 3,2 kg et 3,6 kg. 3,5 kg au maximum, je pense moi avec la queue que j'ai choisie. Au niveau des spécifications, alors ici, on a un moteur. Alors je vais essayer d'ouvrir un peu à l'intérieur, on verra mieux comme ça. Voilà. Donc, on a un moteur ici qui est un Avian 5055 avec un KV de 500. Ici, on le voit au fond, un ESC Spectrum Avian également en 85 ampères, 80-85 ampères si je dis pas de bêtises. Ici, pour l'essai, j'ai juste mis une petite 4S, hein, ça suffit pour le faire clignoter. Ensuite, on va retirer
Voilà, vous avez une petite trappe qui va permettre un accès super facile au récepteur. Donc ce récepteur ici, c'est un récepteur Spectrum en 6 voies, avec, comme je vous le disais, le gyro et la télémétrie intégrée. Les cerveaux, alors les cerveaux, il y en a 6. On voit ici un cerveau de profondeur, un cerveau de dérive, et il y en a 4 autres. Donc 2 pour les ailerons, 2 pour les volets. Ce sont des sub-micros en 9 grammes. Alors ça peut paraître peu, mais ils tirent vraiment fort, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Ils sont à pignon métal, bien sûr, et sont des cerveaux numériques. Donc ça permet une super réactivité. Donc voilà un petit peu pour les données de cet avion. Ensuite, on passe à la partie commande de l'avion. Donc, bien sûr, ici, des ailerons. Alors, je vous laisse apprécier ici les débattements de foufou de ces ailerons. Et pourtant, là, je ne suis qu'en petit débattement. Si je passe en fort débattement, regardez ça, ça promet de l'amusement. On a évidemment les volets. Hop. Volet sorti 50%. Voilà. Volet sorti 100%. Donc là, vous voyez les volets sortis à fond. Volet sorti 50%. Volet rentré. Alors pareil pour les débattements, hop, regardez, ça fait même bouger l'avion, rien que en bougeant la profondeur dérive, bon, bah, tout ça, du classique. Alors bien évidemment, là je vais vous montrer la radio, j'ai un inter ici de sécurité, si j'augmente les gaz, il se passe strictement rien. Donc j'ai cet inter de sécurité, tac. Attention, moteur armé. Voilà, là le moteur est armé, on va y aller quand même tout doucement. Voilà. Donc ça fonctionne. Là, l'avion va en marche avant. Et regardez, il y a une petite particularité. Si je passe ici, alors on s'en rend pas bien compte, mais il va en marche arrière là. Je vous le montrerai sur le terrain. Voilà. Vous voyez ? J'ai une inversion ici du sens de rotation de l'hélice. L'intérêt de ce truc, c'est évidemment, si on arrive sur une piste en dur, c'est de le freiner et donc d'atterrir très très court. Sur l'herbe, en général, on est bien freiné déjà, mais et puis peut-être faire un petit peu le fou en vol. Donc sur cette radio, finalement, la programmation, elle est relativement classique. Donc un inter ici de sécurité à programmer, un inter pour les petits et grands débattements, un inter ici, hop, pour les volets. J'ai ici mon petit reset pour mon timer. Regardez ici, hop. Voilà, donc moi j'ai mis 10 minutes, puis ensuite il m'annonce toutes les minutes le décompte, et donc toutes les petites voix qu'on rajoute là-dessus. Petit débattement. Voilà. Grand débattement. Etc. Donc, écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour ici de cet avion d'un point de vue technique. Je vous laisse imaginer maintenant la suite. Eh ben, on va directement voler. Allez, c'est parti pour le terrain.
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling with